Europe 1, en balade avec Michel Blanc. Frédéric Tadei. Bonjour, bon dimanche, c'est avec Michel Blanc que je vous invite à partir en balade aujourd'hui. Michel Blanc qui vient de réaliser Voyez comme on danse, 16 ans après Embrassez qui vous voudrez, un film dans lequel jouaient déjà Karine Viard, Charles Trampling et Jacques Dutronc. Michel Blanc nous a donné rendez-vous à l'église Saint-Eustache, au centre de Paris. Frédéric Tadei, en balade avec Michel Blanc sur Europe 1. Bonjour Michel Blanc. Bonjour. Bonne idée de se donner rendez-vous dans l'église Saint-Eustache. En quoi vous êtes-vous particulièrement attaché ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, l'architecture en elle-même, je trouve qu'elle est absolument... même si on dit qu'elle est aussi haute, plus haute que Notre-Dame... la nef, oui, on parle de la nef. Moi, je trouve qu'elle est plus haute, oui. Eh bien, elle donne cette sensation, parce qu'on a l'impression d'être aspiré vers le haut, et je trouve ça absolument sublime. Quand on est au milieu, comme on ne veut pas déranger les gens, on ne va pas trop... C'est pour ça qu'on ne parle pas fort aussi. Oui, c'est parce que je crois qu'il va y avoir une messe dans peu de temps. Donc, si on est au milieu, on a cette sensation d'élévation absolument terrible. Et puis aussi parce que c'est l'église qui était à côté de ce qu'on appelait le ventre de Paris, à savoir les Halles qui ont été détruites, qui étaient juste là, et que c'est un Paris que j'adore et qui a quasi disparu, ou dont il restera peu de choses, mais il reste cette église qui témoigne aussi de ce Paris-là. Il y a une autre raison, c'est que ici, se sont passées des choses qui, pour quelqu'un qui aime la musique, par exemple, sont assez importantes. Quand Mozart est venu à Paris avec sa mère a attrapé le typhus, elle est morte, ils étaient de la paroisse, pas très loin, et la messe d'enterrement de la mère de Mozart a eu lieu ici. Il avait 22 ans, je crois, à peu près, Mozart. Il était jeune à cette époque-là, oui. Et je crois qu'il a signé le registre, je crois qu'ils ont quelque part là. Et ça, faudrait demander au régisseur, il connaît des tas de choses. Il y a aussi d'autres choses, c'est que les restes de Rameau, le compositeur, ont été ensevelis ici quelque part. Il y a en dessous une crypte que j'ai eu la chance de pouvoir voir avec un ossuaire. Et alors évidemment cet ossuaire n'est pas la totalité de ce qui était l'ossuaire avant la Révolution, parce qu'il y a eu des événements. Mais on se dit qu'il y a peut-être un os de Rameau qui est quelque part. Et puis il y a Berlioz qui a créé une de ses œuvres. Berlioz a créé un Tédéum ici, je crois. Il y a Colbert, le cénotaphe de Colbert est pas loin, tout à fait à l'autre bout. C'est drôle, on voit bien que vous vouliez être pianiste avant d'être acteur, parce que vous m'avez parlé de Mozart, avant de me dire que c'est l'endroit où Molière a été baptisé. Et c'est l'endroit où Molière a été baptisé. Donc au fond, Mozart, ça compte plus que Molière pour vous. Peut-être. D'abord parce que Mozart, on est sûr que c'est lui qui les a écrits, sauf une partie du Requiem. Je sais qu'il y a cette espèce de polémique que les moliéristes détestent, de savoir si Corneille n'aurait pas filé un coup de main. Et là, vous avez dans une des chapelles, vous avez une plaque à la mémoire de Rameau, justement. Donc voilà, il s'est passé tellement de choses ici, tellement de notre histoire et tellement de l'histoire de Paris aussi. La Pompadour aussi, je crois, a été baptisée ici. Et Louis XIV a fait sa communion. Et Louis XIV a fait sa communion ici. Donc vous voyez, on est en très bonne compagnie. La plaque qui est là. Voilà, Jean-Philippe Rameau, 1683-1764, inhumé dans cette église le 13 septembre 1764. Ils ont même mis une plaque commémorative des obsèques de la mère de Mozart. Voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle je ne veux pas trop déranger les prêtres, les gens qui vont aller à la messe, mais c'est une des raisons, je peux vous en parler longuement. L'orgue est absolument formidable. C'est le plus grand, je crois, de France. On dit que c'est un des plus grands, voilà, par délicatesse pour celui de Notre-Dame. Vous avez joué de l'orgue, vous ? Non, c'est trop compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que le piano ? Bien sûr, ça n'a rien à voir. Et puis il faut servir du pédalier. Je peux vous dire que ça c'est une chose qui me fascine. J'ai eu la chance d'entendre
Jean Guillou, qui était titulaire, a joué pour moi pour une émission de télévision un choral de Bach que j'aime beaucoup, et c'est très émouvant de tout seul. Voilà, on joue pour vous un choral de Bach, donc évidemment ici ça prend toute son importance. Donc voilà pourquoi je voulais vous traîner par là. C'est quand vous aviez 20 ans environ que vous faisiez 6-7 heures de piano par jour. Ouais, j'ai essayé quand j'avais entre 18 et 20 ans. Je savais que j'avais commencé beaucoup trop tard. J'avais commencé à 13 ans le piano, et je me suis dit on va voir jusqu'où je peux aller. Et puis j'ai vu que je ne pouvais pas aller au bout, et j'ai dit maintenant arrêtons, parce que tu vas devenir cinglé, mais tu ne deviendras pas pianiste. Vous avez continué de jouer du piano par la suite? Oui. Là, il n'y a que très peu de temps que je ne joue plus, parce que j'ai beaucoup déménagé aussi, faut dire, 14 fois. Mais les 2 dernières fois, il ne passait pas. Et là, on va être discret parce que la messe a commencé. Je me suis dit, c'est du gâchis. En plus, c'est un très très beau piano, et moi, je suis pas un très très grand pianiste. Donc voilà, j'en suis là. Nous sommes sortis de l'église Saint-Eustache avec Michel Blanc. Nous voilà face au Forum des Halles, dans ce qui était autrefois le Trou des Halles. On part en balade avec Michel Blanc. On se retrouve dans un instant. Frédéric Tadei est en balade comme tous les dimanches, et aujourd'hui c'est Michel Blanc qui l'accompagne jusqu'à 12h30 dans les rues de Paris. Michel Blanc, nous voilà donc là où était le Trou des Halles autrefois, dans le centre de Paris. Où étaient surtout des pavillons Baltard. D'abord les Halles, puis le Trou des Halles. Voilà. Et maintenant la canopée. Exactement. Je suis content de voir que vous avez enfin réalisé un nouveau film, Voyez comme on danse, qui va bientôt sortir. 16 ans après Embrasser qui vous vaudrait, qui était un film que j'avais trouvé merveilleux, qui avait été un grand succès d'ailleurs. On retrouve Karine Viard, Jacques Dutronc, Charlotte Rampling. Pourquoi vous êtes arrêté si longtemps? Vous aviez peur de faire moins bien? Oh, peut-être au fond, mais c'est pas ça. Je n'avais pas envie de faire tout de suite ce que j'ai fait maintenant. Parce qu'en fait, si je l'avais fait tout de suite, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait là, à savoir utiliser les personnages sans faire une suite réelle. Et donc, ça m'aurait obligé à me répéter. Là, les personnages, ils vivent autre chose avec d'autres personnages. Donc, c'est un petit peu plus... Ça m'a donné plus de liberté. Mais ce qui m'étonne, là, vous parlez en fait de la suite, mais pourquoi n'avez-vous pas eu envie de réaliser un autre film? Alors, j'ai écrit 2 scénarios pendant cette période de 16 ans. Il se trouve que le premier, je voulais le réaliser, mais l'acteur que je voyais dans le rôle principal n'a pas voulu le faire. C'est resté un peu au point mort. Moi, je voyais personne d'autre. Et au bout d'un moment, le producteur m'a dit mais pourquoi vous voulez pas jouer le rôle principal? J'ai dit moi, je veux bien, mais à ce moment-là, je mets pas en scène parce que je peux pas être des 2 côtés de la caméra. J'ai besoin d'un metteur en scène, moi, en tant qu'acteur. Pourtant, Marche à l'ombre, votre premier film. Oui, mais justement, interprété par Michel Blanc. Et puis Grosse Fatigue aussi. Mais peut-être que justement, j'ai vu dans Grosse Fatigue les limites de l'exercice, c'est que voilà, le goût m'en est passé. J'adore être d'un côté ou de l'autre. J'adore être dirigé par quelqu'un qui n'est pas moi et diriger des gens qui ne sont pas moi. Néanmoins, après le succès de Marche à l'ombre en 84, le premier film que vous aviez réalisé, vous avez attendu 10 ans avant de faire Grosse Fatigue. Oui. On sent qu'il y avait une vraie vocation de réalisateur chez vous. Mais... J'ai l'impression qu'à chaque fois, vous traînez avant de réitérer. Oui, non, sauf quand je me casse la gueule. Vous savez, c'est quand on tombe de cheval, il faut remonter très vite. C'est ce qui s'est passé après Mauvaise Passe. 2 ans après, j'ai fait Embrasser. Par contre, quand vous avez un succès, surtout un succès comme Marche à l'ombre, on avait fait 6 millions et quelques entrées, ça vous désarçonne parce que vous vous dites, vous savez que les producteurs vous disent tu fais la suite, qu'est-ce que tu veux, voilà mon chéquier, surtout à l'époque. Et souvent on est moins bon. Oui, et je me suis dit, pour moi, Marche à l'ombre n'est pas le début d'une série, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin des films de café-théâtre pour moi. Oui, c'est vrai. Ce qui me concerne. Vous quittez ce registre-là. Je quitte ce registre-là et j'avais pas encore trouvé l'autre. Ouais. Et donc, et puis il se trouve, j'ai pas non plus chômé, je suis pas resté 10 ans chez moi à me morfondre. Il se trouve qu'on m'a proposé pendant ce temps-là tenue de soirée, sélectionné à Cannes, un prix d'interprétation. Après, on me propose Monsieur Hir, qui est quand même un film assez dans lequel je me suis beaucoup investi, Patrice Lecomte. Donc voilà, et jusqu'à ce qu'effectivement Bertrand Blier
un jour m'appelle et me demande de faire un remplacement, parce que c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Pas d'une soirée, oui, c'était prévu pour Bernard Giraudot. C'est Bernard qui devait le jouer, et puis Bernard, pour des raisons qui le regardent, a finalement décliné l'offre, et alors que Dieu sait que on n'est pas le même type physique. Bertrand m'a appelé, je lui ai dit mais pourquoi tu t'es fou, c'est écrit pour Bernard, pour un beau mec, pour un baraquet. Il me dit oui mais quand on change, il faut pas prendre quelqu'un de pareil avec un petit peu moins bien. Il faut prendre quelqu'un de différent, et moi je pense que ça peut être très marrant si c'est toi, si c'est quelqu'un qui incarne un petit franchouillard moyen à qui il arrive ça, et il avait pas tort. Après, Embrasser qui vous vaudrait, donc on est en 2002, je pensais que vous feriez des films de plus en plus sombres. Embrasser qui vous vaudrait, c'était à la fois une comédie et un film très très noir sur les rapports de couple, d'amitié, les rapports cynique, entre les riches et les pauvres, les hommes et les femmes. De toute la bande du Splendide, vous étiez le seul pour moi à avoir dès le début une dimension tragique. On voit bien même dans un petit rôle comme La meilleure façon de marcher, qui avait beaucoup marqué à l'époque. Vous auriez pu faire une carrière dans le cinéma d'auteur à ce moment-là. Ça se joue à un cheveu au fond. C'est-à-dire que à partir des Bronzés, les auteurs ont plus voulu de moi. Oui, c'est donc, ça. Jusqu'à ce qu'un vrai auteur, Bertrand Blier, me remette en selle, j'ai pas eu de proposition de ce genre. C'est pas moi qui ai refusé. Hein. Ouais. Et je sentais bien que vous pouviez pas vous contenter de faire rire, vous. Ah non, mais j'ai pas fait ce métier uniquement pour faire rire. J'adore faire rire dans la vie aussi, autant que possible. Mais jouer la comédie, c'est jouer des personnages forts si on vous les propose. Et si ces personnages forts, comme dans l'exercice de l'État, sont pas du tout faits pour vous faire rire, ou comme dans Monsieur Hir, etc., dans un genre différent, c'est aussi passionnant. C'est pas le même exercice, mais c'est le même métier. Enfin, quand on conçoit tel que moi je le conçois. Mais je me souviens de la première fois que je vous ai vu, c'était dans Bunisbar, la pièce de Josiane Balasco. Vous jouiez un pianiste d'ailleurs, si je me souviens bien. Enfin une espèce de pianiste un peu raté qui faisait portier. Alors je vous avais vu au cinéma dans La meilleure façon de marcher, mais j'ai été dit, j'avais l'impression que ça ne vous amusait pas d'être drôle. Dans Bunisbar. J'ai l'impression. Non, c'est vrai, c'était pas mon type de comédie, en fait. C'est-à-dire pas mon type de comédie. C'est pas que je n'aimais pas ce qu'avait écrit Josiane, c'était que je ne me sentais pas à l'aise pour faire rire. J'avais pas trouvé votre personnage, enfin, pas mon personnage, parce que ça, j'aime pas ça, mais ma manière de faire rire. Et c'est vrai que je sentais bien mes limites. Josiane a écrit un personnage qu'elle a imaginé pour moi, et c'est vrai que je m'y sentais pas tout le temps à l'aise dedans, donc et parfois je jouais un peu des choses. Moi j'aime bien sentir les choses avant de les jouer, et là parfois je les jouais sans les sentir vraiment, donc forcément. Vous dites souvent que vous aimez avoir peur quand vous lisez le scénario et que ça vous fasse un peu peur, parce l'idée de le jouer. Il faut à la fois que ce soit vraiment intelligent, que ce soit bien, que ce soit drôle, ou que ce soit tragique si vous voulez, mais il faut en plus que je me dise je suis pas sûr d'y arriver, ça me fait peur. Qu'est-ce que c'est bien, mais je suis pas sûr d'y arriver. Ce qui était le cas de Tenue de soirée, ce qui était le cas du film de Schoeller, L'exercice de l'État. Et là, je dis au metteur en scène, écoute, j'ai très envie de le faire, ça me plaît beaucoup, le rôle est formidable, le scénario formidable, mais est-ce que toi tu penses que je vais y arriver? Et s'il me dit oui, je pense que tu vas y arriver, je lui dis bon ça me fout les jetons, mais je vais le faire. Et ça, c'est ce que j'appellerais un trac-sain. Ça veut dire que vous n'avez pas déjà joué ça veut dire que vous ne vous répétez pas. Et c'est la pire des choses. C'est deux cas où, évidemment, tout le monde vous avait trouvé formidable. Palme d'interprétation à Cannes pour Tenue de soirée, César pour L'exercice de l'État. Mais est-ce qu'il est arrivé après que vous voyez et que vous disiez, non, j'avais raison, j'aurais pas dû le faire. J'étais pas très bon. Dans certains films, oui. Ouais. Je les citerai pas parce que ce serait pas gentil pour les éventuels metteurs en scène, mais oui. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est même arrivé de me lancer dans un truc parce que j'avais promis de le faire. Et dès la lecture, je me suis dit, le film sera pas bon et moi je serai pas bon et le film n'a pas été bon et j'ai pas été bon. Donc si on a une intuition, mais quand on est un peu homme de parole et que on sait que si on dit non à 2 mois du tournage, la production en prend un sérieux coup. J'ai pas envie de faire ça à quelqu'un. C'est de ma faute. J'avais qu'à être plus lucide quand j'ai dit oui 6 mois ou 1 an avant, quoi. On va prendre un verre, Michel Blanc. Pas. Europe 1. On continue notre balade avec Michel Blanc. On se retrouve dans un instant au Central Park, dans la rue du Jour. Il est
11h19. Alors, comme tout le monde, à force de marcher, Frédéric Tadei et Michel Blanc ont commencé à avoir soif. Alors, on les retrouve donc dans un restaurant parisien du 1er arrondissement. Nous sommes avec Michel Blanc au Central Park, rue du Jour. Vous avez commandé quoi, Michel ? Oh, un petit coup de brouilliste, un petit vin d'apéro, il est l'heure, non ? Je vais prendre c'est la même tôt, chose hein, que mais vous. enfin, bon. Ouais. Comme vous étiez au lycée Pasteur de Neuilly avec vos copains Clavier, Lermite et Junio et Marianne Chazelle, on pense toujours que vous étiez un enfant de la bourgeoisie, mais vous êtes plutôt un enfant plutôt de la classe ouvrière. Exactement, je suis né de l'autre côté, quoi, de la Seine, du côté ouvrier, du côté à Puteaux, qui était vraiment une ville pavillonnaire où il y avait que des mes grands-parents. Pas encore la Défense à l'époque. Non, on a été expulsés pour que ça puisse être construit et le petit pavillon de 2 pièces cuisine sans salle de bain que j'habitais est sous un pilier de la Rocade. Voilà. Il paraît que votre père était déménageur. Alors j'entends soit déménageur, soit livreur de charbon. Non. Et je me dis, c'est parce que les gens, quand vous racontez un truc spectaculaire, ils s'arrêtent à ça. Mon père, quand il avait 18 ans, il aidait son père, mon grand-père que je n'ai pas connu, qui était ce qu'on appelle un bougna. Mes grands-parents paternels avaient un bistrot dans le 18e, un café bois charbon, comme beaucoup d'Auvergnats. Et charbon, il livrait pas dans les étages, donc. Il aidait son père quand il avait 18 balais, parce qu'à l'époque, les gens qui habitaient le 6e sans ascenseur, ils se chauffaient quand même et il fallait monter les sacs. Ah oui, parce que je me disais, c'est marrant que Michel Blanc, qui a si souvent joué des rôles de type à qui on peut demander aucun effort physique, qui a eu un père livrait le charbon jusqu'au 6e étage. Mon père a été même très sportif parce que il a fait du handball. C'est comme ça qu'il a rencontré ma mère, ce qui paraît absolument incroyable quand on me voit. Mais ils se sont rencontrés en déplacement. Ils faisaient partie d'associations, vous savez, d'une équipe, et ils se sont rencontrés sur un stade. Sur un stade. Mon père a fait de l'athlétisme et du handball. Et vous étiez fils unique quand vous êtes toujours. Vous êtes toujours. Quand vous êtes retrouvé avec vos camarades pour fonder le Splendide, vous êtes retrouvé dans une troupe, un vrai collectif. Ça a été dur pour vous ? Oui, parce que les fils uniques sont par définition très peu partageurs. Partageurs pas dans le sens égoïsme, mais du point de vue décisionnaire, du point de vue ils ont beaucoup de mal à ça. Enfin, moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à avoir une mentalité de groupe. C'était pour moi quelque chose fallait que je me force. J'avais tendance à essayer de prendre le pouvoir, mais pas par méchanceté, parce que quand je sentais qu'il y avait un flottement, je me disais bon, il faut prendre une décision. Là ici on faisait ça, voilà. C'est pour ça que vous avez été en fait le premier à partir et à réaliser votre propre film et à l'écrire vous-même. Oui, en partie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me suis rendu compte que ce qui marchait très très bien avant, à savoir l'écriture commune qui avait donné les Bronzéens, c'est-à-dire c'était Amour, coquillage et crustacés. On avait joué aussi le pot de terre contre le pot de fer. Contre le pot de vin, pardon, on avait écrit des trucs ensemble, ça se passait très très bien. Et je me suis rendu compte au moment d'écrire Les Bronzés font du ski, on a fait quelques séances ensemble et je me suis rendu compte que je commençais à avoir du mal avec l'écriture de groupe, parce que ça c'est bien, hein, c'est comme une famille, on s'assume, on devient différent et on découvre un peu. Vos goûts changent, votre personnalité commence à s'assumer. Vous n'êtes plus un 6e d'une personnalité globale, vous êtes une personnalité. Et je me suis rendu compte que ça compliquait les choses. Donc je me suis dit, plutôt que d'attendre que ça pète et qu'on s'engueule sur une écriture, je vais leur dire, écoutez, moi celui-là je vais jouer dedans, hein, mais je vais pas l'écrire. Vous n'avez pas écrit Les Bronzés font du ski ? Non, j'ai travaillé mes dialogues comme je fais souvent, mais la structure, l'écriture réelle du scénar, Il est bien, hein, pourtant. Mais c'est le mieux. Oui. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas écrit. Vous avez participé aux 3. C'est pas ce que j'ai fait de mieux. Mais... Jean-Claude Duss, ce personnage incroyable, vous avez mis longtemps à y échapper. J'ai l'impression de grosse fatigue au fond. C'est un règlement de compte avec Jean-Claude Duss. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, ce sosie qui prend votre place dans Grosse Fatigue, c'est Jean-Claude Duss. Mais c'est une fable. Hein. Maintenant, je peux le dire, ça aurait été compris comme très prétentieux de dire ça à l'époque. Mais pour moi, c'était une espèce de fable sur le rapport complètement fou que les vedettes
peuvent avoir avec le public fou des deux côtés. Et aussi dans le fait que parfois on accepte des choses en se disant bon je le fais quand même parce que etc. Et puis ce sont des choses qu'on confie à quelqu'un d'autre, un vous qui vous engagerait pas. Et un jour, ce vous-là prend votre place. C'est ce que dit Noiret. Un jour, la clé n'entre plus dans la serrure et vous êtes... voilà. C'était un peu ce qu'il y avait derrière. C'était le moment où le personnage de mon sosie me dit mais si tu veux, il y a des trucs qui te font chier, les pubs, ça te fait chier. Je vais les faire à ta place. Je vais les faire à ta place et toi, tu feras que les films qui te plaisent. Et je sais pas, oui, je suis troublé, je le laisse faire. Et sauf que c'est lui qui devient vedette à ma place et moi je n'ai plus de place. Et donc je suis expulsé. On me reconnaît pas, voilà. Europe 1. On continue notre balade avec Michel Blanc. On va continuer d'abord de boire notre verre de brouillis. On se retrouve dans un instant. Balade jusqu'à midi et demi, Frédéric Tadei et Michel Blanc ne font pas que parler cinéma, notamment du nouveau film de ce dernier, Voyez comme on danse, qui sort le 10 octobre. Non, ils parlent aussi musique classique. Nous sommes avec Michel Blanc au Central Park, rue du Jour, juste derrière l'église Saint-Eustache, où nous avons commencé cette émission. Vous vous souvenez du premier disque classique qui vous a ému, Michel Blanc ? Oui, bien sûr, je l'ai toujours à la maison. En fait, dans ma famille, étant issu, comme nous l'avons dit, d'une famille très modeste, on n'écoute pas de la musique classique. Je me rappelle souvent, par exemple, quand on a eu la télé, je sais pas, je devais avoir 7 ans, 8 ans, pas avant. Quand on a eu la télé, je me rappelle très bien qu'il y avait de temps en temps, il y avait une émission musicale présentée par Bernard Gavotti, par exemple, mais une retransmission d'un concert et mes parents disaient, ce soir, il n'y a rien à la télé, c'est de la grande musique. Donc on n'avait pas de disque de musique classique, mais on écoutait beaucoup la radio dans la cuisine. Voilà. Et il y avait plein d'émissions dont les génériques étaient des extraits de musique classique. Je sentais que ça me plaisait. Mais bon, c'était une sensation diffuse. Et un jour, ma tante a acheté... alors, pour raconter la petite histoire, elle était comptable comme maman chez Thomson CSF qui commençait à fabriquer les premiers appareils stéréo portables. C'était des trucs... bon. Et elle s'est dit, mais la stéréo, quand même, pour bien en profiter, je vais peut-être pas écouter que Charles Aznavour, je vais acheter un ou deux disques classiques. Et elle a acheté notamment un disque Mozart avec une sonate et un concerto. Et j'ai découvert ça, je sais très bien à quel âge j'avais parce que comme j'ai encore le disque à la maison, il y a le bon d'achat à l'intérieur qui date de 1961, j'avais 9 ans. Et j'écoutais ce truc en boucle, le concerto dit Jeune homme, à cause non pas parce qu'il est composé pour un jeune homme, mais pour une demoiselle pianiste qui s'appelait Mademoiselle Jeune homme. Voilà, et c'est toujours un de mes concertis favoris. C'était le concerto Jeune homme composé par Mozart, le disque qui a éveillé Michel Blanc à la musique classique, qui lui a donné envie d'être pianiste. Finalement, il est devenu acteur. Vous aviez 16 ans, mai 68. On a beaucoup parlé de mai 68 cette année. Je me demandais ce que vous faisiez, vous, en mai 68. J'ai très vite pris du recul sur mai 68. Pour deux raisons. La première, alors, mon grand-père, le père de ma mère, était socialiste et mon père était gaulliste, mais gaulliste dur. Mais comme mon grand-père avait beaucoup d'ascendants, il n'y avait jamais de discussion parce que comme mon grand-père avait terminé sa phrase, on ne le contrariait pas. Mais j'ai donc quand même été élevé par un gaulliste. Donc 68, ça l'a pas emballé des masses. Et j'habitais à ce moment-là, on avait gravi un petit étage dans l'ascenseur social, puisque nous habitions dans une sorte de HLM qui donnait sur le cimetière de Colombes. Colombes, c'était loin, surtout quand on n'a plus d'essence pour sa mob. Et il n'y avait plus d'essence en mai 68. Et il n'y avait plus d'essence à un certain moment, donc ça a été une période un petit peu je me suis retiré de la vie politique momentanément. Une fois, vous aviez dit une phrase que j'avais trouvée très mystérieuse. C'était « Je ne crois pas à l'égalitarisme, les faibles en sont toujours les victimes ». Vous vous souvenez d'avoir dit ça ? Je ne sais pas exclu. Ouais. Et j'avais envie que vous me l'expliquiez. C'était pas évident, il y a un paradoxe là-dedans. Oui. Je ne crois pas à l'égalitarisme parce que les faibles en sont toujours les victimes. Oui, parce que je crois à l'égalité, je souhaite l'égalité profondément. L'égalitarisme, c'est faire comme si tous les gens naissaient égaux. Naissaient égaux, pardon. Naissent égaux.
En droit. En droit, mais pas en réalité. Et faire semblant, c'est finalement faire la part belle à ceux qui sont au-dessus du panier en pensant que les autres... je ne vais pas reprendre la phrase de premier de cordée, mais que tout le monde est premier de cordée. Et donc, je pense que souvent, quand on ne se dit pas qu'il y a des gens qui naissent plus favorisés que d'autres, on ne fait pas les frais qu'il faut pour aider ceux qui ne sont pas favorisés pour arriver au niveau de ceux qu'ils sont. Et c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est pas dans l'autre sens, évidemment. J'ai l'impression que dans Voyez comme on danse, votre nouveau film, celui qui va sortir là dans quelques jours, ça parle un peu de ça. Peut-être, inconsciemment, oui, peut-être. De tous vos films choraux, c'était le cas de Embrasser qui vous voudrait aussi. Oui. Il y en a que deux. Oui. Parce que Embrasser, c'était choral, mais choral à 3 et je jouais 2 rôles. Alors, donc... Mais il y avait ce côté-là et que je trouve encore là. Au fond, ce qui vous fascine, c'est peut-être parce que vous étiez enfant unique, tous ces gens différents, ces rapports de couple, ces rapports d'amitié, les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports entre les riches et les pauvres, ça continue de vous... Alors je ne sais pas si ça vous amuse tant que ça, mais c'est ce sur quoi vous avez envie de réfléchir. Oui, ça m'inspire, je sais pas. J'essaie d'amuser les autres avec. Ce qui n'est pas la même chose. J'essaie d'amuser les autres avec parce que je ne suis pas ni un penseur, ni un sociologue, ni un philosophe. Et donc, tout ce que je sais vaguement faire, et je réussis pas à tous les coups, c'est de faire rire les gens avec mes interrogations, voire avec mes angoisses, mais sans donner de leçons. Hein. Vous aimez bien les prendre par surprise aussi, les gens. Ouais. Je parle des gens. Bah oui, c'est un grand régal. Surtout ce film-là, je l'ai vraiment construit avec des scènes dans lesquelles je me suis arrangé pour que la scène commence par quelque chose d'imprévu, se déroule de manière drôle et se termine par quelque chose d'imprévu aussi. Voilà, c'était un peu un exercice de style, quoi. Mais c'est venu très vite et je trouve que ça s'adaptait parfaitement au film choral. Puisqu'il y a plein de personnages, on ne peut pas les laisser en suspens avec une fin de rien et les retrouver après doucement. Quand on les lâche, il faut les lâcher sur un coup sur la table et quand on les reprend, il faut qu'il y ait un coup sur la table aussi, si j'ose dire. En même temps, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui on n'écrit plus le mot fin à la fin des films ? Ah je me suis posé la question. C'est drôle que vous me disiez ça. J'ai revu un vieux film l'autre jour et d'un seul coup j'ai vu arriver le mot fin et je me suis dit mais c'est vrai qu'avant c'était tout le temps ça. Alors ou The End, qu'on n'arrivait pas à prononcer quand on était petit. Ouais. On se demandait ce que ça voulait dire. Ce qui est quand même formidable, c'est que avoir besoin d'expliquer aux gens maintenant, il faut sortir. C'est fini, on rentre chez soi, etc. Et souvent, le film n'est pas fini d'ailleurs. Après le générique, parfois, il y a un bêtisier. Oui. Non, mais pas quand il y a fin. Ouais. Hein, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas de bêtisier ou comme ça. Quand c'était fini, c'était fini. Mais il y a un moment où si le film est bien écrit, on sent bien que l'aventure, on l'a racontée jusqu'au bout. Donc, et au fond, la vie continue ensuite. Oui, la vie continue. C'est ce que vous arrivez à faire en reprenant certains de vos personnages d'il y a 16 ans. Et oui, absolument. C'est la preuve que c'était pas fini. En l'occurrence, la fin du film que je ne raconterai pas, eh bien, la vie des deux personnages qui terminent le film, elle n'est pas terminée. Et on se demande d'ailleurs dans quel état ils vont être quelque temps après. Bon, je ne veux pas raconter On se retrouve dans un instant, toujours avec Michel Blanc. On est en balade avec Michel Blanc aujourd'hui. Frédéric Tadei continue sa balade avec Michel Blanc. On le retrouve d'ailleurs au Halles, dans un célèbre restaurant. Nous sommes en balade avec Michel Blanc, devant le Pied de Cochon, un restaurant célèbre à Paris depuis 1947. C'est votre quartier, Michel Blanc, les Halles, le centre de Paris ? C'est un quartier qui me fait rêver parce que c'est le ventre de Paris, selon l'expression bien connue. Mais là, maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Mais j'ai habité pas loin et c'est vrai que c'était mon lieu de passage, en tout cas. Et quant au Pied de Cochon, il y a une légende, je ne sais pas si c'est une légende, mais jusqu'à une certaine époque, le Pied de Cochon est le seul restaurant qui ne fermait jamais. Oui. Même pendant l'occupation, il n'a pas fermé. Et à mon avis, il a eu une différente clientèle. Sans vouloir balancer. Oui, et on dit toujours d'ailleurs que New York est la ville qui ne dort jamais. C'est faux, quand on va à New York, on s'aperçoit que c'est une ville qui dort comme les autres. Maintenant, oui. La première fois où j'y suis allé, non.
Bah non, il y avait des dealers, des camés, Ah oui, c'était le New York d'autrefois. Des égorgeurs. Maintenant, c'est le New York de Woody Allen, Maintenant, il se couche tôt. Non, c'est le New York de Walt Disney, c'est ça qui m'ennuie beaucoup. Enfin bref. Vous voyagez beaucoup, vous, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça qu'au fond, vous mettez tant de temps à réaliser un autre film. Non, là, je voyage moins maintenant pour des raisons... sans aborder ma vie privée, mais il se trouve que j'ai des parents extrêmement âgés, 87, 95 ans, que je ne m'éloigne jamais longtemps loin parce que s'il se passait quoi que ce soit, il faut que je sois capable d'être là le lendemain matin, même s'il y a quelqu'un qui est là pour pallier mon absence. Mais voilà, donc avant, sur un coup de tête, j'allais à Je crois Hong que Kong, c'est le à soir de la Tokyo, sortie des Bronzés 3. Vous avez filé à Shanghai. Hong Kong et après Shanghai et Pékin. Vous n'étiez pas très fiers. Non, il y avait une pression qui ne me plaisait pas. Alors, c'est pas le film, hein. Le producteur avait fait des choses sans nous demander notre avis. On avait fait une photo comme ça sur une banquette et ils avaient passé un accord avec RTL et ils avaient foutu sur des places vides Philippe Bouvard, enfin tous les gens de RTL. Il y avait 4000 énormes placards dans toute la France et ça, je l'avais très mal pris. J'allais pas faire un référé et une attaque contre mon producteur, mais j'avais détesté ça. Voilà, tout était un petit peu comme ça entre les mains. Mais c'était un tel événement, on se souvient. Oui. Comment expliquez-vous d'ailleurs, Michel Blond, parce que Les Bronzés a été un beau succès à sa sortie, plus de 2 millions d'euros, mais c'est depuis... Non, mais pas le deuxième, hein, celui qui marche le plus, qui est Les Bronzés font du ski, a été une grosse déception. Il a fait 1,2 million ou un truc comme ça. Oui, c'est le 3 qui a été énorme. Mais je veux dire, le succès, c'est un film qui marche aujourd'hui avec les adolescents d'aujourd'hui, comme il a marché avec leurs parents et sans doute avec leurs grands-parents. Parce que la neige n'a pas changé. Vous pensez que c'est pour ça ? Totalement. Et parce que ça les fait marrer, mais ça les fait marrer parce que ils se retrouvent dans ces gens coincés sur un télésiège, dans ces gens qui tombent dans la poudreuse, dans ces gens qui disent comme Josie, ça va vite, ça va trop vite. C'était un comique de dialogue, hein, les oui. Bronzés. Oui. Mais un petit peu de situation, hein, c'est un peu clownesque hein, quand même. Mais moi, enfin, ça n'a rien à voir avec les films de Gérard Houry, qui étaient là, qui étaient eux, alors avec la bande dans le placard. Mais c'est pas la même époque. C'est pas voilà, et ça a démodé un peu le genre d'ailleurs. Je me permettrai pas de dire ça. Permettez de... Vous êtes plus les enfants de Georges Lautner et de Michel Audiard que de Gérard Houry. Oui, mais j'ai adoré voir, revoir et re-revoir La Grande Vadrouille parce que de Funès là-dedans, c'est quand même quelque chose de... Et vous, en tant que réalisateur, alors là, je parle du réalisateur Michel Blanc, on passe sur Marchalon, vous disiez, là, vous fermiez la parenthèse, grosse fatigue, mauvaise passe, embrassez qui vous voudrez, aujourd'hui, voyez comme on danse. Ce serait qui, votre père spirituel ? Il y a un peu de Bertrand Blier, sans doute. Oui, mais il y a une filiation, je trouve. Alors, je vais me méfier de ce que je dis parce que je voudrais pas que ce soit une manière de me comparer à ces gens-là. Les gens qui m'ont fait aimer le dialogue français, parce que pour les anglo-saxons, nous parlons trop dans le cinéma français. Oui. Mais le cinéma français, pour moi, c'était les films dialogués par Prévert, par Orange, et il y avait quelque chose de tellement beau, de tellement musical dans leur dialogue. Et d'ailleurs, un des derniers films avec des très grands dialogues de ce type, c'est Que la fête commence, qui avait été travaillé par Orange. Dans lequel vous aviez un petit rôle d'ailleurs, hein, le film de Bertrand Tavernier. Il paraît que c'est le film que vous avez le plus souvent revu plus exactement. Oui. J'ai adoré ce film. J'ai trouvé que justement, je ne me lassais pas d'entendre ce français magnifique. Et là, vous êtes un peu sévère. Vous dites c'est le dernier. Non, il y a eu je parle du dernier de Orange. Ah, pardonnez-moi. Voilà. Non. Après, il y a Bertrand. Il y a une filiation. Ah, totalement. C'est le réalisme poétique de la fin du XXe siècle. C'est merveilleux, quoi. Et puis, c'est souvent aussi, entre guillemets, c'est la manière dont parle le petit peuple qui est magnifique dans ces films-là. Ouais. Et je suis très sensible à ça parce que j'ai été élevé dans ce entre guillemets petit peuple-là, et que ces gens avaient je dis avaient parce que les gens qui sont dans des situations difficiles maintenant n'ont plus la même manière d'exprimer leurs problèmes. Mais à cette époque-là, il y avait des bouts de trucs comme ça. On sublimait la vie à l'époque. Oui, hein. Puis on disait des choses avec... on utilisait le français... maintenant, il n'y a plus que oui, c'est les Africains qui utilisent le mieux le français et qui le font sonner le mieux. Il suffit de lire les bouquins de Mabankou, de gens comme ça. Europe 1. On se retrouve dans un instant avec Michel Blanc. On continue notre balade. Là, on est rue du Louvre.
Jusqu'à 12h30, Frédéric Tadei vous emmène en balade avec Michel Blanc dans les rues de la capitale. Nous sommes en balade avec Michel Blanc, on est dans le quartier des Halles, le centre de Paris. C'est marrant parce que je vois tous les gens vous reconnaissent, Michel Blanc. Vous êtes extrêmement populaire, extrêmement célèbre, dans toutes les catégories d'âge, on le voit. Et en même temps, ils ne viennent pas vous aborder, vous ne demandent pas des selfies, vous ne demandent pas des autographes. Parce que vous êtes là avec un micro, donc ils se disent... Mais si, ils me demandent. Si, sinon oui. Mais tant mieux. Oui, tant mieux. Non, mais alors là, je suis le dernier à m'en plaindre et le jour où ça s'arrêtera, ça sera très mauvais signe. Et puis les gens, 80% des gens, sont d'une délicatesse absolue, d'une élégance absolue dans la manière de venir me parler. Par exemple, je suis dans le métro ou dans le bus, je suis coincé dans le wagon ou dans le... Eh bien, ils attendent d'être au moment de sortir pour me dire discrètement j'aime bien ce que vous faites, hein. Et ça me touche beaucoup plus que tout ce qu'on peut imaginer. Il y a même l'autre jour quelqu'un, pour la première fois de ma vie, une dame qui m'a pas spécialement calculé, elle m'avait vu. Hein. Je remarque les gens qui me remarquent parce que il y a un regard. Oui, bon, bah oui. Mais elle m'avait pas. Et j'étais près de la porte et juste avant de franchir la porte du bus, elle m'a dit au revoir, monsieur Hir. Et c'est la première fois qu'on me fait ça. Jean-Claude Duss, on me le fait très souvent. Oui, ça, Monsieur Hir, c'est pas très Jean-Claude fréquent. Duss, il a dû vous peser quand même à un certain moment. Il y a eu un moment où c'était un petit peu difficile, quoi. Mais ça, c'est fini. Maintenant, quand il me le dit, c'est plutôt sympa avec un clin d'œil, machin. Puis ça. Et puis je lui dois tout, hein, parce que je serais pas là. Vous êtes un vrai mélomane, on l'a dit, vous vouliez être pianiste. Vous parlez beaucoup de musique classique. Est-ce que le jazz, ça vous parle aux oreilles Oui, mais un certain jazz. À partir d'un certain moment, quand le jazz est devenu extrêmement cérébral, je parle du free jazz, etc. Oui. Là, j'ai lâché l'affaire, parce que ça ne s'adressait plus à mes tripes, ça s'adressait à ma tête. Et la musique qui s'adresse qu'à ma tête, pour moi, je suis moins emballé. Donc si je vous passe Coming Home chanté par Mel Tormé, ça va, c'est le jazz qui... Vous avez vu dans le film, j'ai même repris Let's Face the Music and Dance. Et un Natalie Cole aussi. J'adore ça, mais il y a des moments... Enfin, dans les films où on peut mettre ça sans que ça soit du désuet. Et puis je suis pas non plus Woody Allen, je vais pas vous foutre de la clarinette. Non, mais du jazz tout le temps, parce que ça c'est sa marque de fabrique et c'est sincère et authentique chez lui. Chez moi, ça serait du plagiat pur et simple. On écoute Coming Home, chanté par Mel Tormé. Les titres du journal de la mi-journée, c'est avec vous Fabienne Lemoyle, bonjour. Bonjour Justine, bonjour à tous. Dans le journal de la mi-journée, nous ferons le point sur la situation en Indonésie. Un peu plus de 48 heures après le passage du tsunami, le bilan s'est de nouveau alourdi. On parle désormais de 832 morts, principalement dans la ville de Palu, où l'on commence à voir des scènes de pillage. Un bilan qui pourrait encore grimper, car plusieurs zones au nord, dans la région de Donggala, sont toujours inaccessibles. Les autorités indonésiennes parlent aussi de 3 Français portés disparus. L'initiative inédite lancée par des chrétiens de France, un appel pour la création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la transparence sur les crimes de pédophilie dans l'église catholique. Appel signé entre autres par Roselyne Bachelot et par l'avocat Jean-Pierre Mignard. Vous entendrez les réactions partagées des fidèles ce matin à la sortie de la messe. Toujours dans l'actualité, le déplacement d'Emmanuel Macron aux Antilles. Il est arrivé hier soir à Saint-Martin et vous l'entendrez, il a dû répondre à la colère des habitants. Emmanuel Macron qui dit ce matin dans le journal du dimanche qu'il ne changera pas de politique. Commentaire sur Europe 1 du premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. La constance dans l'erreur, ce n'est pas la bonne solution. Il était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Le journal des sports avec la reprise dans quelques minutes de la Ryder Cup, dernier jour sur le golfe national de Saint-Quentin en Yvelines, alors que les Européens mènent 10-6 face aux Américains. Et puis la météo avec des températures particulièrement fraîches ce matin sur le nord et un thermomètre 3 degrés en dessous des normales de saison. Encore cet après-midi, fort contraste avec le sud où là au contraire, les températures sont 5 degrés au-dessus de la normale de Toulouse à Avignon. Merci Fabienne. Frédéric Tadei continue sa balade avec Michel Blanc. Très bon dimanche sur Europe 1. Il est midi. Europe 1, en balade avec Michel Blanc. Frédéric Tadei.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Michel Blanc, dans le nouveau film en tant que réalisateur et un peu interprète, puisqu'on vous y aperçoit tout de même. Hein. Ouais, j'ai une absence très présente. Voyez comme on danse sort dans quelques jours. On a rendez-vous tout à l'heure avec Karine Viard, qui est l'une des interprètes principales de ce film. Michel Blanc, on va la retrouver tout à l'heure à Canal+. Est-ce que vous avez la nostalgie de l'époque où vous étiez anonyme ? Ah non. Du tout ? Du tout. Vous en souvenez à peine d'ailleurs. On a commencé à être connus très tôt grâce au Bronzé. On avait 25 ans quand on l'a tourné. Vous voyez, donc on a commencé à nous reconnaître dans la rue très tôt. Et non, je suis pas très nostalgique comme mec. Je parlais tout à l'heure de regrets par rapport à Paris. C'est plus un manque qu'une nostalgie. Et à quelle tentation avez-vous dû résister depuis que vous êtes une vedette ? Je sais pas. On est soumis à des tentations quand on est connu, comme on est soumis à des tentations quand on est riche, par exemple. Oui, mais ça veut dire de rentrer dans un restaurant sans avoir réservé et de me dire ils vont me trouver une place. Oui, mais ça c'est pas très grave. Allez. Non, mais je le fais pas, je téléphone. Même ça ? Ah oui, non, vous faites attention. Non, oui, j'aime pas du tout. Vous n'avez pas de gêner. Hein. J'aime pas du tout. Avoir cette attitude-là, je trouve ça irrespectueux envers les gens. J'aime pas ça. Parfois, on me dit je vais vous faire passer devant. Mais c'est la pire chose qu'on puisse me faire parce que là, je sais plus où me foutre. J'ai honte. Je vois des files d'attente. Et alors quand c'est pour travailler, évidemment, on me fait passer devant pour aller parler aux spectateurs. Mais si je réserve, les gens, s'ils me connaissent, ils vont me trouver une table sympa, quoi. Mais je demande pas. Mais parfois, je me dis bon là, quand même, j'ai un peu la honte parce qu'il y a des gens qui attendent dehors et on m'a trouvé une table tout de suite. Donc, c'est pas forcément ce que je préfère qu'on me fasse. Voilà. On l'a dit, vous avez attendu 16 ans avant de réaliser un nouveau film. Pendant ces 16 ans, vous en avez tourné un certain nombre en tant que comédien. Vous en avez même écrit 2. Mais néanmoins, je n'ai pas l'impression que vous êtes un acharné de travail. J'ai l'impression que vous vous occupez très bien sans ça. Je m'occupe, ouais. Mais il ne faut pas non plus qu'il n'y ait rien en vue du tout pendant trop longtemps parce que j'aime ce métier. Je ne suis pas un stakhanoviste. J'ai des confrères qui n'arrêtent pas, je ne sais pas comment ils font. Moi, ça me fait du bien d'espacer un peu les tournages. Mais enfin là, je les espace beaucoup, je trouve, en ce moment. Mais celui-là m'a occupé 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai pas eu une seconde à moi. Je me suis occupé que de ça. Donc, j'ai pas eu à me poser le problème. Il y a eu l'écriture, 18 versions, le suspense pour savoir si la production allait suivre, le suspense pour savoir si les actrices et les acteurs pour lesquels j'avais écrit allaient dire oui, parce qu'il suffisait qu'une des 3 actrices principales me disent non pour que le film se fasse pas du tout et que j'ai travaillé 1 an pour rien. Alors j'ai fait 18 versions, donc je me suis pas tourné les pouces. Hein. Et puis ensuite il y a eu le tournage, enfin la préparation, le tournage, le montage. J'ai eu quelques jours de libre et je suis ensuite parti dans la promo, dans laquelle je suis là. Donc peut-être que j'ai peur de ce qui va se passer d'ici dans la dépression post-accouchement. Non, mais le vide. Oui. Le vide ou la décompensation ou des emmerdes autres. Mais voilà. On va aller retrouver Karine Viard. Avec joie, c'est toujours un grand plaisir de retrouver Karine. Elle fait partie des 3 actrices justement fondamentales. Laquelle a été la meilleure d'ailleurs? Si j'avais une idée là-dessus, d'abord je vous la donnerais pas. Et je trouve que c'est justement ce qui m'a fasciné dans le tournage, c'est que je voyais devant moi 3 personnes qui avaient des personnalités extraordinairement différentes, une manière de jouer tout à fait différente, une approche différente, des rôles différents et qui me bluffaient toutes. Il y a Karine Viard, il y a Charlotte Rampling et il y a Carole Bouquet. Et puis il y a Jacques Dutronc. Et puis il y a Jean-Paul Rouve qui est absolument ahurissant. Je lui ai écrit un rôle de parfait salaud. Et en fait, on a envie de le prendre dans ses bras pour le consoler. Parce qu'il le paye cher, il faut dire. Hein. Il vous ressemble un peu d'ailleurs, quelque part. Quelqu'un m'a déjà dit ça. M'a dit c'est un rôle que vous auriez pu jouer. Mais c'est trop tard. Oui. Et puis vous en aviez un pire. On se retrouve dans un instant avec Karine Viard. On retrouve tout de suite Frédéric Tadei et Michel Blanc à Canal+. Et ils ont été rejoints par une actrice française que vous connaissez tous très bien.
Nous voilà donc avec Karine Viard, Michel Blanc dans votre loge à Canal+. Vous allez faire tous les deux une émission de télévision, une émission de cinéma. Alors il faut que je vous dise, je suis un très très grand fan d'Embrasser qui vous voudrez. Merci. Et qu'est-ce que ça vous a fait quand il vous a appelé pour vous dire qu'il avait l'intention de faire la suite 16 ans après? Vous étiez pas surprise? C'est surtout que via le producteur Yves Marmion, plusieurs fois j'avais rencontré Yves et je dis mais moi je voudrais tourner avec Michel Blanc, je voudrais encore tourner avec Michel, j'ai tellement aimé. Pourquoi voilà, j'avais eu un César, mais c'est pas tant pour ça, évidemment. Et donc, plusieurs fois, je lui ai dit ça. Et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai dit à Michel que vraiment, tu avais envie de tourner avec lui. Et ça a eu l'air de le toucher. Oui. J'ai fait, ah non, tu crois vraiment? Voilà. Et... Non, c'est vrai. Ouais, en fait, c'est l'élément qui a été extrêmement déclencheur ou déclenchant. L'idée de faire non pas une suite d'Embrasser parce que j'aime pas ça. Suite, non, c'est pas une bonne suite. C'est pas une suite. Mais de reprendre certains personnages, dont évidemment le sien, de reprendre certains personnages d'Embrasser, de leur faire vivre autre chose avec d'autres personnages qui arrivent avec des acteurs qui n'étaient pas dans le premier et sans des acteurs qui étaient dans le premier. C'était un truc sur lequel j'hésitais parce que c'était très casse-gueule et puis le jour où Yves m'a dit mais j'ai rencontré Karine, elle serait partante, ça l'intéresse. Enfin si tu réussis l'écriture, je me suis dit ah bah ouais, si je peux retourner avec elle, je vais me casser le cul pour essayer d'écrire un truc correct. Alors, à l'époque en 2002, d'Embrasser qui vous voudrez, vous jouiez une épouse frustrée, mal mariée, mal habillée, mal logée. Ouais. J'ai l'impression que le film était plus cruel. Oui. Hein, il est moins cruel celui-ci. Mais parce qu'il était anglais, le film, le premier, c'était l'adaptation. D'un roman anglais. Oui, d'un roman anglais. Plus que nous, les Anglais. Ils sont plus cyniques que nous. Enfin, que moi. Et surtout, c'est un roman. Et dans un roman, on peut aller très très loin. Il y a des choses qui écrites passent, on se dit oh là là, il est gonflé. Quand on les voit, ça prend une importance encore plus grande et ça. Vous voulez dire que vous avez regretté pas du tout. Ah non, parce que c'était formidable. Pas du tout. Vous étiez allé assez loin justement. Oui, mais je suis allé aussi cruel. Je suis allé aussi loin que le roman allait. Mais là, je voulais qu'il me ressemble plus. Le film qu'a Connolly, que j'admire beaucoup. Donc vous êtes plus gentil vous êtes plus gentil qu'on ne croyait. Plus tendre, oui. Plus tendre peut-être. Ouais. Et je cache bien mon jeu. Est-ce qu'il a changé comme réalisateur en 16 ans? Mais en fait, un peu. Pas comme directeur d'acteur, il y a toujours la même qualité, la même chose, mais j'ai l'impression que l'homme est devenu plus... toujours assez angoissé et en même temps se moquant de lui-même, etc. C'est une chose pas du tout lourde pour les autres, en fait. C'est même plutôt l'objet de bonnes rigolades. Mais il y a quelque chose de la tendresse de Michel, oui, qui affleure plus aujourd'hui. Quelque chose de plus confiant, de plus abandonné, il me semble. Tous les deux, vous avez à la fois joué des rôles principaux, bien sûr, des premiers rôles, comme on dit. Vous avez joué des seconds rôles. Vous avez joué des petits rôles aussi au début de votre vie. Qu'est-ce qui est le plus difficile? J'ai une réponse, mais je ne veux pas te couper la Les mauvais rôles, c'est ça le plus difficile. Les rôles mal écrits, avec des fausses situations, sans enjeu, dirigés par des metteurs en scène incompétents et prétentieux. Ça, c'est atroce. Là, c'est un must. Non, moi, ce que je trouve très bien, finalement, plus le rôle est petit, et plus c'est difficile parce que si vous avez 2 scènes et que vous en ratez une, c'est une catastrophe. Si vous avez 40 scènes et que vous en ratez une, personne s'en aperçoit. Et d'autre part, pour exister dans un petit rôle, il faut qu'il soit diablement bien écrit. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que parfois les petits rôles, surtout ceux qu'on a pu jouer tous au début, c'est souvent des utilités. C'est parce qu'on a besoin d'un barman, on a besoin d'une serveuse, on a besoin... Alors ils ne sont pas fouillés, ils n'ont pas de psychologie réelle. Mais parfois ils en ont. Je me souviens de vous dans Le Locataire de Polanski, vous êtes le voisin irascible. Bien sûr, je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, je dis parfois. Et quand on tombe sur effectivement un petit rôle qui est très bien écrit, c'est le même enjeu qu'un grand rôle, mais alors si on n'a qu'une scène, voilà, où elle est réussie, où elle est ratée, mais c'est terminé, quoi. Quand on a le rôle principal et qu'on est dans tous les plans du film, il y a des scènes fortes, il y a des scènes faibles, on peut être à peu près à tous les étages. Dans les films choraux, comme Voyez comme on danse, j'ai l'impression qu'on peut moins se reposer. Au fond, à chaque fois qu'on revient, parce qu'il y a une flopée d'acteurs à côté qui eux aussi ont leur partie et ont leur bon moment, à chaque fois qu'on revient, on doit être au maximum. Je me trompe ? En fait, à chaque personnage, son intensité, à chaque personnage, son instrument, je dirais.
Moi, je suis très clairement dans une espèce de frénésie complètement hystérique. Oui. Je ne peux pas m'arrêter. J'ai vraiment tout le temps un petit moteur comme ça qui me fait avancer, même à vide. Je mouline. Vous parlez de Voyez commandant, c'est pas le cas dans tous les films. Hein, oui, c'est pas ça dans le film de Michel Blanc. Donc c'est vrai que c'est la tonalité de mon personnage et qu'il faut que je retrouve cette tonalité. Parfois c'était un peu difficile, parfois j'étais pas dans le bon rythme. Et Michel me disait reviens sur ce chemin-là qui est vraiment composé. Est-ce qu'il joue tous les rôles quand il dirige les acteurs? Pas du tout. Non, mais par contre il les connaît intimement très bien. Et il les a écrits. Ça aide. Il les a écrits, il les a en bouche, je sais pas, il les a... Oui, enfin c'est parce que effectivement, quand on écrit un rôle, on est obligé d'analyser beaucoup le personnage. Hein, on y pense beaucoup. Est-ce que ce personnage-là ferait ça dans cette situation-là? Pourquoi il le fait? Comment il le fait? Alors après, on a des embryons de réponse si l'acteur se pose une question, parce qu'on sait pourquoi on a beaucoup réfléchi dessus. C'est sûr. Et alors, quand on écrit pour des gens qu'on connaît, ce qui était le cas de la quasi pas la totalité, puisque ni la petite Jeanne Guittet qui joue Eva, ni Guillaume Labbé, ni Sarah Martins, je n'avais travaillé avec eux, mais tous les autres, je les connais humainement, en dehors de... Voilà. Donc, ça aussi, ça m'a un peu aidé, parce que je connais la sonorité du violon. À propos de sonorité du violon, je crois savoir que vous avez travaillé dans le télémarketing. Non, un petit boulot à une époque, je me dis, avec la voix que vous avez... Vous n'avez pas fait du télémarketing pour un parti politique pour le RPR. Je vous dis tout de suite, j'aurais fait pour n'importe quoi. Bah oui, j'imagine. Non, je me dis, pour gagner des sous, j'en avais rien à foutre. Avec votre voix et votre énergie, vous deviez être terrible en télémarketeuse. Oh, pas du tout, ça marchait pas du tout. J'en avais rien à foutre en plus. J'avais le questionnaire type et puis je me faisais raccrocher au nez la plupart du temps, mais je m'en foutais complètement. J'étais payée à l'heure, je faisais mon taf. Et vous étiez censé faire des adhérents? Ah bah oui, bien sûr. Vous savez, j'ai fait plein de boulot. J'ai testé des médicaments, des shampoings. J'ai fait du télémarketing, j'ai vendu des chaussures. Vous avez fait tester les médicaments, ça c'est dangereux. C'est quand même complètement con, non? Oui, j'ai fait ça. Oui. J'ai pris des médicaments pendant des mois pour redire quels sont les effets secondaires, qu'est-ce que ça vous fait, tout ça. D'énormes boutons sur le visage. Pour gagner des sous, c'est fou, non? Qu'est-ce que vous avez fait de bien pour gagner de l'argent, Michel Blanc? J'ai fait les braderies chez Lacoste. J'ai vendu, c'était un groupe. Hein. Ma mère était comptable chez Lacoste et elle m'a dit, il y a une braderie, ils engagent des jeunes. Si tu veux gagner pendant 15 jours, tu veux gagner des sous. Et j'ai assisté à des scènes absolument ahurissantes avec des bourgeoises, parce que ça se passait en bas de l'avenue Marceau, là où il y a Yves Saint Laurent maintenant. J'ai assisté à des scènes ahurissantes avec des femmes en soutien-gorge qui s'arrachaient la dernière robe, qui se battaient pratiquement pour l'avoir, des femmes qui soulevaient leur pull en me regardant, en me disant « Vous auriez quelque chose pour moi, j'ai de gros seins », des femmes qui se faisaient arrêter, parce qu'il n'y avait que des femmes, hein, c'était que des robes, des femmes qui se faisaient arrêter, elles avaient 3 couches de robes qu'elles essayaient de voler, et l'une sur l'autre en sortant, enfin, c'était hallucinant. Vous aimez beaucoup Brahms, Michel Blanc? Oui, c'est vrai. Oui. Pourquoi Brahms particulièrement? Pourquoi on aime quelque chose, je ne sais pas. Disons qu'il y a un lyrisme qui me plaît, il y a quelque chose c'est la fin du romantisme d'une certaine manière, et il y a une force et une orchestration aussi dans ce qui est symphonique, qui est absolument extraordinaire. Voilà, c'est difficile d'expliquer pourquoi on est embarqué par un grand compositeur. Mais j'aime beaucoup Beethoven aussi. Enfin, c'est pas Brahms, c'est rien. Hein. Mais c'est vrai que j'y reviens souvent. Et vous savez que Dalida a chanté du Brahms? L'adaptation du mouvement de la 3e symphonie. Je crois que c'est ça, effectivement. Ça doit être ça. Je vous le fais écouter. Ouais, parce que le reste, c'est dur à chanter. Hein. C'est Quand tu dors près de moi, chanté par Dalida, d'après la symphonie numéro 3 de Brahms. Le 10 octobre, vous pourrez voir sur tous les écrans le nouveau film de Michel Blanc, Voyez comme on danse. Alors en attendant, on le retrouve d'abord en balade avec Frédéric Tadei jusqu'à 12h30 sur Europe 1. Nous sommes avec Michel Blanc et Karine Viard dans les locaux de Canal+, dans une loge, en attendant l'émission de télévision qu'ils vont enregistrer tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez en commun tous les deux d'avoir échoué à tous les concours de théâtre et puis le Club Méditerranée aussi, non?
le club méditerranéen à cause des bronzés, mais vous, je crois que votre maman travaillait au club méditerranéen. Oui, elle a travaillé là-bas, donc j'ai passé pas mal d'été. Oui. Et est-ce que les bronzés, ça ressemblait à ce que vous avez connu? Oui, absolument. Oui. Bon, on s'est regardé par un petit bout de la lorgnette, mais oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, tout à fait. Et les concours de théâtre auxquels vous avez échoué, ça vous a pas... Mais c'est horrible, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Finalement, rétrospectivement, je me dis ça m'a aidé. Parce que je pense que je me serais reposée sur l'idée que je faisais partie d'une élite et tout ça, ça aurait pas été très bon pour moi. J'ai été obligée de trouver des forces et un chemin ailleurs. Mais sur le coup, c'est dur à digérer. Parce que tu te dis, c'est ça que j'ai envie de faire et apparemment, je suis pas faite pour ça. Donc, oui, c'est forcément ce que vous êtes dit aussi, Michel Blanc, quand vous avez raté le concours de la rue Blanche. Oui, je l'ai pris en pleine tête parce que c'était que le premier tour de la rue Blanche, pas du conservatoire, hein, de la rue Blanche. Et je me suis préparé au conservatoire. Oui, normalement, mais il y avait quand même 3 ans de... Et j'avais pris des cours d'art dramatique quand même avant, etc. Et j'étais venu un peu confiant, au moins pour le premier tour, quoi. Mais alors, de l'air. Donc, ça m'a permis de rejoindre une bande de crétins que je connaissais du lycée et nous sommes devenus le Splendide, donc les Bronzés. Oui, et c'était la grande époque du café-théâtre. Oui, donc... c'est grâce à ce jury que j'ai été au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire au café-théâtre, quand les metteurs en scène n'allaient plus chercher forcément au conservatoire les jeunes acteurs, mais dans les cafés-théâtres. Et Voyez comment on danse, vous l'avez présenté en province. Ouais. Comment ça s'est passé? Vous êtes allés ensemble? Alors, c'est toujours une épopée, non, d'aller présenter le film comme ça au public avant sa sortie. C'est terriblement. Alors, je prends la parole simplement parce que toi, tu l'as vu au festival d'Angoulême. Oui. Bon, ça, c'était la première fois où il était... vous étiez présidente du jury, je crois. Oui, à tout Angoulême. à fait. Mais on n'était pas en compétition, conflit d'intérêts, hein, attention. Hein. Moi, je l'ai présenté, là, pour l'instant, à Lille, à Bordeaux et à Lyon. Et c'est toujours très impressionnant parce qu'on a un vrai public et qu'à la fin, on va leur parler. Donc, on sent très bien s'ils ont aimé un peu, beaucoup ou pas du tout. Et on a les jetons quand même. Très honnêtement, on n'emmène pas large parce que c'est du vrai public. C'est pas la même chose que de se prendre une mauvaise critique d'une personne. Là, vous avez une salle de 350 personnes et vous sentez si elle vous dit oui ou si elle vous dit pas sûr. Et de toute façon, c'est trop tard. Autrefois, on faisait des previews à Hollywood, on pouvait encore changer la fin du film. Ah oui, non, mais à Hollywood, ils font tout et n'importe. Enfin, ils ont tellement d'argent, mais ils doivent continuer à le faire. Ils font des essais. Ils sont pas contents de la fin. Vous la réécrivez, vous la retournez. Nous, déjà, si on arrive à tourner une fin, c'est qu'on a une production qui s'est bien débrouillée. Alors, donc là, au fond, c'est pour lancer bouche à oreille. Oui, absolument. C'est ça, absolument. C'est pour que si les gens ont aimé, ils sortent en disant tiens, j'ai vu en avant-première hier un truc, faudrait que tu ailles le voir quand il sortira. C'est le but des tournées comme ça. Et de plus, de rencontrer la presse locale, les radios locales, les télés locales, auxquelles on n'aurait pas accès autrement. Donc c'est très important. Oui, je corrobore. Vous aimez ça? Les tournées province? Ouais. Oui, j'aime plutôt. Je trouve ça agréable. C'est vraiment... comment dire, l'émotion, le vrombissement avant le démarrage. Alors c'est vrai que ça te permet quand même de sentir un peu la température. Tu vois l'engouement, déjà tu vois si la salle est pleine, c'est-à-dire s'il y a du désir a priori, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis après, tu ressens les choses, mais c'est cette petite vibration où tu sais pas encore quelle va être la carrière du film, où on est tous assez solidaires, c'est plutôt très sympathique. Et puis voilà, c'est le dernier moment avant le grand saut. Après, c'est jeté, on se voit plus. Le film marche ou marche pas. Alors s'il marche, on se revoit, mais s'il marche pas, c'est décevant pour tout le monde. Enfin, voilà, c'est la dernière émotion un peu traqueuse comme ça. Cela dit, Embrasser qui vous vaudrait avait très très bien marché et vous n'êtes pas revu pendant 16 ans. Oui, on a retravaillé on a repris la relation là où elle était restée. C'est ça qui est chouette. Oui. Je crois vous avoir entendu dire que vous aviez eu envie de devenir actrice en voyant Notre-Dame de Paris, le film de Jean Delannoy avec Anthony Quinn dans le rôle de Quasimodo et Gina Lollobrigida dans celui d'Esmeralda. Mais vous ne vouliez pas devenir Gina Lollobrigida? Non, c'est pas Gina Lollobrigida qui m'a fait délirer, non. Non, c'est Anthony Quinn. C'est-à-dire, je me souviens, je suis sur le canapé parce que on avait nos places. J'habitais chez mes grands-parents, donc mon grand-père à gauche, ma grand-mère à droite et moi sur le canapé allongé. Et je me souviens quand je vois Anthony Quinn comme ça se balancer sur Notre-Dame en hurlant sa souffrance et tout, mais j'ai eu l'impression que ça explosait les murs de cet appartement. Et je me suis dit, c'est ce qui fait lui que je veux faire. Et mais complètement, je sais pas, cette image de monstre, comme il le fait lui, cette humanité cachée derrière le masque du monstre,
ça m'a tellement parlé, ça m'a tellement touchée que je me suis dit c'est exactement ça que je veux faire. Elle qui danse avec les pauvres, tout ça, je m'en fous complètement. C'est lui qui m'a plu. Et à quel moment vous avez eu l'impression d'approcher le plus près le rôle de Quasimodo? En tout cas, finalement, je me dis cette première impulsion que j'ai eue, ce premier engouement, finalement, je ne l'ai jamais trahi. C'est-à-dire que je me dis, je suis une actrice qui peut se balader, je peux être jolie, je peux être moche, c'est pas tellement le problème pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est de provoquer des émotions, c'est de soit dans le rire, soit dans le drame, c'est de faire vibrer un peu. Et je me dis, mais au fond, cette chose-là qui est venue me chercher un soir comme ça dans cet univers tellement fermé chez mes grands-parents, mais voilà, je l'ai jamais démenti. Et finalement, c'est ce vers quoi j'essaie de m'approcher. Il vous de manque façon quand même, réussie ou pas. Mais... parce que c'est toujours plus difficile en France, un vrai film d'action, un vrai film physique. J'aimerais. Ah oui, Anthony Quinn, je deviens un peu vieille, non? Non. Oh, sinon, j'adorerais. Ouais, j'adorerais. Vous ne pouvez pas lui écrire un rôle un peu... Écoutez, faudrait que je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça très, physique au sens où vous l'entendez. Genre, elle sonne les cloches de Notre-Dame, elle se balance. Pour l'instant, j'ai pas ça en magasin. Mais vous avez 16 ans encore. Non, mais j'aimerais bien, si rien ne m'en empêche, j'aimerais bien ne pas attendre 16 ans pour refaire un film maintenant. Je vous le souhaite effectivement. Merci Karine Viard, merci Michel Blanc d'avoir été dans cette émission avec moi. Voyez comme on danse sort dans quelques jours. On se retrouve dimanche prochain dans un instant 7h midi. Fabienne Lemoyle. C'était votre balade du dimanche avec Frédéric Tadei, qu'on retrouve la semaine prochaine à 11h. Vous pouvez réécouter cette émission avec Michel Blanc, mais aussi les autres, bien sûr, sur europe1.fr. On n'oublie pas de remercier Louis Robiche, le régisseur de l'église Saint-Eustache, et le bar, le Central Park, pour leur accueil. Il est 12h27, votre matinée continue sur Europe 1. 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 Continue sur Europe 1.